Avec 14 millions de dollars récoltés au box-office pour un investissement de 900 000 billets, Hellraiser s'est avéré une bonne affaire pour la société de production New World. Et forcément, si succès rime avec univers iconique, la séquelle est inévitable. Mais gare à l'erreur, ou la chute sera rude. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, lavez vos chaînes et sortez vos boules de geisha car on va parler d'un bon film. On aurait pu croire qu'une œuvre bourrée de sexe et de sang rendrait frileux les exécutifs d'Hollywood. Mais selon le producteur Christopher Fix, c'est tout le contraire qui s'est produit. New World s'est montré très excité par les images qu'on leur envoyait pendant la production de Hellraiser. Du coup, ils ont suggéré qu'on fasse une suite avant même d'avoir bouclé le premier opus. Seule condition, suivant le précepte qui veut qu'une séquelle soit plus grande et plus impressionnante que l'original, ce nouveau film titré Hellbound Hellraiser 2 devra développer l'univers des Cénobites. Mais enfin, les Cénobites tranquilles. Ta gueule! En toute logique, Barker est approché pour rempiler au scénario et à la réalisation. Mais la sortie prochaine de son roman Cabal ainsi que l'adaptation grand écran qui est prévue pour en découler occupent tout son temps. L'auteur ne se montre pas pour autant disposé à abandonner son univers entre les mains de n'importe qui, raison pour laquelle il s'octroie un poste de producteur exécutif, mais il s'implique surtout en tant qu'auteur de l'histoire. Il refile ensuite la bête à son ami d'enfance Peter Atkins, qui se voit chargé de développer tout cela sous forme de scénario. À la demande du studio qui a bien cerné les attentes du public, le personnage de Pinhead prend une plus grande importance, au détriment de Julia, que les auteurs prévoyaient au départ de transformer en nouvelle reine des enfers. Il est également prévu que Larry refasse partie de l'histoire, mais Andrew Robinson refuse de reprendre son rôle. De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer ce surprenant refus, y compris un désaccord salarial et un conflit d'horaire, mais rien n'a jamais été confirmé par qui que ce soit. Nous ne pouvons donc que rester dans l'expectative sur ce point qui ne sera pas sans conséquence sur le scénario. Barker étant indisponible pour reprendre son rôle derrière la caméra, New World décide alors de confier la mise en scène à Tony Randall. Mais qui es-tu, Tony Randall? Né le 29 mai 1956 à Los Angeles, Tony Randall est un homme aux multiples casquettes puisqu'il se présente à la fois comme réalisateur, scénariste et monteur. Un véritable couteau suisse donc. Au moment de signer pour Hellraiser 2, il ne compte cependant pas un CV très fourni puisqu'il a seulement supervisé les effets visuels de la Galaxie de la Terreur et co-réalisé le film post-apo Defcon 4 tout en signant la réécriture de la version américaine de Godzilla 1985. Now, your favorite fire-breathing monster is back, like you've never seen him before. The legend is reborn in the all-new Godzilla 1985, rated PG. Ce qui va faire pencher la balance en sa faveur, c'est qu'en plus d'étroites relations avec la société New World, il a activement épaulé le vétéran Richard Madden lors du montage du premier Hellraiser. Ses capacités multiples ne rendent cependant pas Randall arrogant, puisqu'il avoue volontiers ne pas se sentir très sûr de lui à ce moment. Je prenais un sacré risque en réalisant la suite de Hellraiser, car si je m'étais planté, je n'aurais plus jamais trouvé de travail dans la production. Je me serais certainement retrouvé à faire des inventaires dans un supermarché. Mais il n'y a pas de saut métier, Tony. Aujourd'hui, Randall est surtout connu pour Hellraiser 2, mais aussi pour avoir aligné quelques séries B inoffensives comme Les Enfants des Ténèbres, Amityville 1992 It's About Time et l'Amusant X, avant de signer son magnum opus, le Saint Graal du nanar, North Star, la légende de Ken le survivant. L'innocence n'a aucune chance. Allez, vite! Seul le chevalier de Vega peut ramener la paix. Tu es le chevalier de Vega. Quel souvenir émouvant! Suite à ce coup d'éclat, la carrière du bon Tony perdra encore de sa superbe avec des passages sur des programmes aussi prestigieux que Power Rangers dans l'espace et Beyond belief, fact or fiction. Mais il me semble qu'on s'éloigne un peu du sujet. Au grand bonheur de tout le monde, pendant la pré-production, Barker et Randall s'avèrent sur la même longueur d'onde concernant l'orientation à faire prendre à Hellraiser 2. Aucun humour n'est prévu au programme, car l'intention est bel et bien de continuer à secouer le spectateur. Malheureusement, une série d'imprévus va venir contrarier cette belle dynamique. Déjà, le tournage à peine entamé, New World connaît des problèmes financiers qui obligent le studio à raboter l'enveloppe allouée au film, ce qui contraint malheureusement Randall à revoir ses ambitions à la baisse. C'est ainsi qu'une sous-intrigue censée expliquer les origines de Pinhead passe à la trappe et se voit remplacée par un prologue de quelques minutes. Ah, désolé mon vieux. Ensuite, Hellraiser 2 connaît quelques démêlés avec la censure, ou tout du moins avec le système assez particulier de censure aux États-Unis.
De l'autre côté de l'Atlantique, personne ne vous oblige à couper votre film. Mais si vous ne suivez pas certaines indications, l'organisation qui assure la classification des films, à savoir la MPAA, risque de vous coller une interdiction aux moins de 18 ans qui conduira votre film à demeurer confidentiel. Et donc à perdre énormément d'argent. Manque de chance, Hellbound écope d'une classification X lors de son passage devant le comité. Ce que Barker attribue au fait que Randall a préféré montrer le grotesque de manière explicite plutôt que d'y faire allusion. Le réalisateur n'a donc pas d'autre choix que d'alléger son film, une expérience qui, de l'aveu même de Randall, sera finalement bénéfique à Hellraiser 2 les écorchés, puisqu'elle lui permettra de resserrer l'action en milieu de film. Et tout ça pour quel résultat? Vers la fin des années 1920, le capitaine Elliot Spencer de l'armée britannique ouvre un cube des lamentations dans sa hutte. Des chaînes et des crochets en émergent et il se retrouve transformé en un cénobite clouté, lequel deviendra le célèbre Pinhead. 60 ans plus tard, après les événements du premier film, Kirsty Cotton se réveille à l'Institut Shannard, un hôpital psychiatrique où elle est interrogée pendant que la police fouille la maison de son père et y trouve des choses peu ragoûtantes, dont un matelas qui a manifestement accueilli des pratiques, disons, un peu spéciales. Bah quoi, c'est très bon. Pendant que les médecins de l'Institut se torchent avec le serment d'Hippocrate, Kirsty avoue à la police que son oncle Frank a ouvert un portail vers une autre dimension peuplée de monstres qui torturent les humains. L'insistance de Kirsty à lui parler de matelas rend l'enquêteur un peu mal à l'aise et il décide de laisser la jeune femme au bon soin du docteur Shannard, dont on comprend immédiatement qu'il sera un gentil dans l'histoire. Et alors que Kirsty continue à saouler tout le monde avec ses histoires de literie, le médecin préfère s'en aller en se drapant dans sa dignité. Mais alors qu'une nuit tout à fait normale plane sur l'établissement, Kirsty fait la connaissance de Tiffany, une jeune catatonique qui s'amuse à résoudre des puzzles cubiques. Quel hasard! Je me demande bien si ça va servir. Dans la foulée, sur le mur de sa chambre, Kirsty découvre un message laissé là par un graffeur un peu taquin. Après avoir vérifié que ces mots ont bien été écrits avec du sang, elle raconte son histoire au docteur Shannard, qui en sait en réalité déjà beaucoup sur le sujet, puisque ce petit coquin s'est arrangé pour faire rapatrier le matelas chez lui. Et pendant qu'il réfléchit à la meilleure façon de le souiller à son tour, son assistant un peu trop curieux s'introduit dans sa maison. Celui-ci découvre alors la salle au trésor de son patron, ainsi que son appétence un peu curieuse pour les hommes en uniforme. Une espèce de Christian Grey avant l'heure donc. C'est alors qu'un cri tout à fait normal pour une maison de banlieue tire Kyle de ses contemplations et que le docteur Shannard débarque en charmante compagnie. En bon thérapeute, il décide de soigner son patient une bonne fois pour toutes en le laissant s'automutiler sur le matelas. Un traitement comme un autre, je ne vois pas le problème. Comme pour Frank dans le premier film, ce déferlement sanguin rappelle Julia qui surgit du royaume des Cénobites. Et les deux se lancent alors dans une course-poursuite tout à fait trépidante qui se conclut par une victoire du matriarcat, tandis que Kyle prend héroïquement la fuite. Au petit matin, le docteur Shannard est tout décontenancé de constater qu'il n'a pas ramené à la vie une fée du logis, mais il décide de s'en accommoder malgré tout. Vous êtes très sexy en costume blanc. Alors qu'il bande comme jamais, le docteur Shannard se rend compte qu'il n'a jamais autant kiffé l'égyptologie et il se dit qu'après tout, il mettrait bien un petit coup dans la momie. Bah oui. S'ensuit alors l'une des scènes de baiser les plus malaisantes du cinéma. Pendant ce temps, Kyle décide d'abuser un peu de son pouvoir en s'introduisant dans la douche des femmes et en piquant les fringues de Kirsty. Mais pas de panique, il a une bonne explication. J'ai le droit. Je suis médecin. Ah bah s'il est médecin alors. Bonjour Madame Dumont, je vois que vous êtes là pour une opération dentaire. Eh ben on va se mettre à poil. Putain, je savais que j'avais raté ma vocation. Après avoir rendu ses vêtements à Kirsty, il la met au courant du retour de sa belle-mère alors que cette dernière, à force d'équarrissage, retrouve sa forme originelle, ce qui lui permet entre autres de séduire l'assistant un peu neuneux. On notera par ailleurs que Julia semble avoir hérité du complexe d'Oedipe de son défunt amant. Viens voir maman. Du coup, pas de chance pour Kyle, alors qu'il s'attendait à se faire lustrer le palmier, il se retrouve tout flétri. Au même moment, Kirsty s'est introduit chez le docteur pour venir admirer sa collection d'hommes en uniforme, quand elle tombe nez à nez avec Julia qui réalise alors le fantasme de toutes les belles-mères.
Oh là 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 là, revoyons l'action au ralenti. Malheureusement, ces chaleureuses retrouvailles sont interrompues par l'arrivée du docteur Shannard et de son escort girl du jour. Décidément, les médecins, c'est plus ce que c'était, hein. Le docteur Shannard offre alors à Tiffany le cube des lamentations qu'elle résout en 2 temps 3 mouvements, rameutant par la même occasion Pinhead et ses acolytes. Toujours soigner son entrée, c'est important. Mais puisqu'ils ont apparemment appris la notion de consentement depuis le premier film, les démons s'abstiennent de nuire à Tiffany puisque c'est le docteur Shannard qui l'a forcé à les appeler. Ce qui n'empêche quand même pas tout ce petit monde de se retrouver dans l'enfer des Cénobites. Ah, me demandez pas pourquoi cette partie du film n'est pas claire. Un enfer qui, il faut bien le dire, ressemble quand même vachement à une fête foraine orchestrée par Dario Argento. Ça court dans tous les sens, ça joue sur les proportions façon MC Escher, et c'est le moment que choisit Tony Randall pour faire mumuse avec l'outil rotatif de son banc de montage. De son côté, le directeur photo Robin Vidgeon a sorti ses plus belles lumières vertes, rouges et bleues pour accompagner le voyage de Julia et du docteur Shannard. Au prix d'effets spéciaux qui sentent bon les années 80, ce dernier apprend que le royaume des Cénobites est en réalité un gigantesque labyrinthe dirigé par le Léviathan. Pour la petite histoire, le Léviathan est dans la Bible un animal marin et il est également, selon certaines versions, l'un des principaux démons de l'enfer. Au Moyen-Âge, il était représenté sous la forme d'une gueule ouverte qui avalait les âmes, symbolisant ainsi l'entrée des enfers. Dans Hellraiser 2, le Léviathan incarne le dieu de la chair, de l'avidité et du désir et se présente sous la forme d'un gigantesque losange flottant. Bah, parce que pourquoi pas, hein, je vous en pose des questions, moi. Non mais alors. Julia sacrifie le docteur Shannard au dieu losange, ce qui a pour effet de le transformer en un Cénobite qui ne va pas tarder à se lancer à la poursuite de Kirsty et de Tiffany. Kirsty justement a retrouvé son tonton qui lui explique que son papa n'est pas là et que contrairement à ce qu'elle croyait, c'est lui qui a salopé son mur. L'enfer n'a visiblement pas calmé les ardeurs incestueuses de ce bon Frankie, car à peine les retrouvailles sont-elles consommées qu'il cherche déjà à souiller sa nièce. Ton niveau d'obsession commence à devenir inquiétant, Franck, va falloir penser à consulter, hein. Une lutte s'engage, Julia s'en mêle et finalement autant Frank que Julia finissent sur le carreau. De retour à l'hôpital, Kirsty et Tiffany se retrouvent la proie de Shannard qui nous offre l'entrée la plus spectaculaire de toute la saga. Non. Suivie d'une punchline d'une rare efficacité. Le docteur est là. Dans la foulée, Pinhead et ses sbires refont leur apparition et Kirsty en profite pour leur montrer la photo d'Elliot Spencer, amenant les Cénobites à se rappeler qu'ils étaient autrefois humains. Touchés par cette révélation, ils tentent de protéger Kirsty et Tiffany lorsque le docteur Shannard débarque pour s'en prendre à elles. Mais ils se font tous salement dérouiller, à commencer par Pinhead, dont la mort ne rend pas justice au charisme du personnage. Désolé, Doug, mais t'étais plus classe avec le maquillage. Tiffany et Kirsty décident alors de retourner en enfer pour refermer le portail et y parviennent malgré 2 obstacles a priori insurmontables, des péripéties un peu kitsch et une succession de punchlines moisies. Ce succès leur permet de quitter l'hôpital pendant que la literie revient sur le devant de la scène grâce à des déménageurs un brin maladroits. Et tandis que le pilier invoqué tourne, 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 il dévoile le visage du vagabond du premier film avec la voix de l'homme qui a initialement vendu le cube des lamentations à Frank. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Et c'est la fin de Hellraiser 2, Les Écorchés. Vous le savez comme moi, rares sont les suites qui parviennent à justifier leur existence au-delà des simples considérations financières. Et malgré sa production quelque peu chaotique, Hellraiser 2 Les Écorchés peut se vanter de faire partie de ce club très fermé, ce qui est encore plus étonnant avec le recul quand on connaît la suite de la carrière de Tony Randall. Faut croire qu'il avait tout donné. Démarrant à peu près au moment où s'était terminé le premier film, Hellraiser 2 nous permet d'en apprendre un peu plus sur les Cénobites, ces personnages dont l'existence est entièrement vouée à la douleur et au plaisir. Hellraiser 1 et 2 forment donc un tout cohérent et indissociable, car à l'instar d'Halloween 2 sorti quelques années plus tôt, cette séquelle dépend entièrement de l'original dans le sens où il est ardu d'en saisir la portée si l'on n'a pas vu le film matriciel. En résumé, Hellraiser 2 parvient donc à développer l'univers très particulier mis en place par Clive Barker, tout en posant les bases d'une franchise qui ne fera cependant pas toujours montre de la même intelligence. Mais ça, nous le verrons en détail dans d'autres vidéos.
Pour l'heure, la réception critique de cette première suite sortie en décembre 1988 aux États-Unis est beaucoup plus tiède que pour l'original, et Barker a du mal à cacher sa déception, puisqu'à travers plusieurs interviews d'époque, on comprend qu'il n'approuve pas forcément les choix créatifs de son successeur. Hellraiser 2 n'est pas le film que j'aurais fait. C'est un océan d'images et d'allusions mythologiques, aussi bien au mythe de Frankenstein qu'à celui d'Orphée, mais à mon sens, rien de tout cela n'est essentiel au film, qui est surtout un roller coaster pour qui veut se divertir un samedi soir. Ouch! Après une telle fessée, Randall doit encore en avoir les fesses toutes rouges. Il est pourtant facile de comprendre le positionnement de Barker, tant le résultat des efforts de Tony Randall, même s'il s'avère à la hauteur sur bien des points, prend le risque d'emmener son spectateur vers des territoires inconnus. En effet, si Hellraiser premier du nom relevait du drame conjugal, cette suite s'inscrit en plein dans le genre de la dark fantasy avec supplément gore. Là où le film de Clive Barker choisissait la sobriété, celui-ci fait péter le grand guignol à grand renfort de slime et de latex. En plus de ça, les agissements des Cénobites s'avèrent parfois contradictoires avec ce qu'on avait vu d'eux jusque-là. Par exemple, alors que dans le premier opus il s'en prenait à Kirsty qui n'avait rien demandé, il délaisse ici Tiffany au profit de celui qui les désire réellement, à savoir le Dr Shannard. En outre, si les Cénobites étaient autrefois des êtres ambigus et menaçants, des bourreaux prêts à tout pour satisfaire leur sadisme, ils apparaissent ici dans un rôle plus proche de celui de gardien des enfers. Ouais, en gros, Pinehead, c'est le concierge, hein. Bref, c'est beaucoup moins fin que chez Barker, et on peut comprendre que l'auteur britannique ait peu goûté ces changements de ton. Son univers que l'on pensait torturé et loin d'être manichéen, est ici simplifié et affaibli, car obéissant à une sorte de logique qui montre sa fragilité dès qu'on la décortique un peu. Et pour enfoncer le clou, si je peux dire, de nombreux fans ont été déçus de voir l'iconique Pinehead et ses copains se faire défoncer par le nouveau venu, le Dr Shannard. Beaucoup ont imputé leur défaite au fait qu'ils étaient affaiblis et désorientés après avoir découvert qu'ils étaient autrefois humains, une interprétation soutenue par le scénariste Peter Atkins lui-même. Pourtant, malgré ses défauts de cohérence et le changement général de ton qui pourra en désarçonner certains, la machine à fantasmes fait bien son taf. On est totalement emporté par les possibilités infinies qu'offre le script, sans compter que les effets de maquillage sont toujours aussi réussis. Possédant un sens du spectacle assez grisant, Hellraiser 2 est un film plus ouvert et certainement plus accessible que son prédécesseur, même si ce bon divertissement ne se hisse jamais à la hauteur du premier opus. Il n'en demeure pas moins un film imaginatif et plaisant. Parfois comparé à Freddy 3 Les Griffes du Cauchemar, sorti l'année précédente, il est vrai que les films partagent des similitudes troublantes, à commencer par le cadre psychiatrique et des séquences qui n'auraient pas dépareillé l'un dans l'autre. Côté casting, Ashley Lawrence, Claire Higgins et Sean Chapman reviennent prêter leurs traits à respectivement Kirsty, Julia et Tonton Frank. Seul Andrew Robinson manque à l'appel, mais il demeure cependant présent à travers plusieurs scènes coupées du premier film qui font ici office de flashback. Malgré son budget 3 fois supérieur, Hellraiser 2 rapporte moins que son prédécesseur. Ce semi-échec n'empêchera cependant pas Hellraiser 3 de voir le jour, puisqu'une nouvelle suite a été validée par New World pendant la post-production de ce deuxième film. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a fait marrer et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la manœuvre, commentaires, pouce bleu, like, partage. Le concept de la chaîne est simple, passer en revue les grandes sagas du cinéma d'horreur épisode par épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, je vous en remercie d'avance. En attendant, je vous dis à bientôt pour Hellraiser 3 et attention, ça va couper!